Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos conférencières. Mais avant, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, je vais faire la présentation de chacune, les quatre tout de suite. Et une fois terminé, je les invite chacune à leur tour de venir faire leur présentation. Et s'il nous reste le temps à la fin, nous allons avoir nous profitons pour faire une mini-période questions et réponses. Alors, notre première conférencière est Dr. Sonia Sarah Lipsick, directrice d'ALPHA, Centre d'études juives contemporaines. Elle nous fera une présentation de Leo Robach, juive québécoise et féministe. So Dr. Sonia Sarah Lipsick is the director of the Aleph, thank you. Aleph Center for Contemporary Jewish Studies will be presenting Leo Robach, Jewish Quebecer and feminist. Leah, thank you. It's just nerves, because I know of Leah very well. She's one of my heroes. Following Dr. Sonia Sarah Lipsick, we have Dr. Vania Jimenez, co-founder of La Maison Bleue. She will be presenting on the founding of a social perinatal center, for the purpose of which is to lend support to families in need during pregnancy and child development. La deuxième conférencière sera Dr. Vania Jimenez, cofondatrice de la Maison Bleue. Elle nous fera une présentation sur la fondation d'un centre de périnatalité sociale qui accompagne des familles en difficulté pendant la grossesse et le développement de l'enfant. La troisième conférencière sera Batsheva Schnur. I hope I'm pronouncing your name right. Thank you. Professeure à l'Académie Beth Rivka de Montréal, elle nous fera une présentation 3 portraits en éducation. Our third conference speaker will be Batsheva Schnur, who's a professor at the Beth Rivka Academy in Montreal, and who will be presenting 3 perspectives in education. And our final presenter, conference person or panelist, and not the least, is Wafa Berni, who's a counselor at the Entrepreneurship Center, School of Management, ESG UQAM. She will be presenting the itinerary of Arab women entrepreneurs of Quebec. Notre dernière panéliste, et non la dernière, est Madame Wafa Berni, qui est conseillère au Centre d'entrepreneuriat, chargée de cours, École des sciences de gestion, UQAM, présentation d'itinéraire des femmes entrepreneurs du monde arabe au Québec. Je vous remercie et je donne la parole à Sonia. 10 minutes. Je voulais juste rajouter que je représente aussi la communauté séfarade unifiée du Québec. Les séfarades sont les juifs principalement dont le français est la langue maternelle et qui viennent du pourtour méditerranéen. Regardez là-bas par la fenêtre. Regardez le firmament. Il y a beaucoup de gris, n'est-ce pas? Mais aussi, voyez-vous, entre le noir gris et le gris blanc, il y a du bleu. Eh bien moi, je me concentre sur le bleu. Ces paroles optimistes sont celles de Léa Robach, que je me propose de vous présenter dans le temps qui m'est imparti. J'aimerais évoquer l'exemple et la mémoire de cette femme remarquable, juive, québécoise, féministe et syndicaliste, résolument ancrée du côté de la justice, et en particulier de la justice sociale. Elle a vécu à Montréal à presque 100 ans. Elle est née en 1903 et elle est décédée en 2000. Elle habitait ici comme des neiges. Certains d'entre vous qui sont dans la salle, je le sais, ont eu la chance de la connaître. D'autres en entendront parler ou reparler au travers de cette courte intervention. Dès que je suis arrivée à Montréal, il y a 7 ans, comme nouvelle immigrante, j'ai découvert l'histoire juive de ce pays, l'histoire tout court du Québec, et Léa Robach m'est apparue comme l'un des personnages les plus humainement attachants.
En tout cas, j'aimerais vous donner le goût d'en savoir davantage sur elle, que l'on surnommait Calamity Jane, parce que c'était une battante. Donc je vais vous livrer quelques éléments biographiques et je vais essayer de mettre en valeur son héritage juif qui l'a poussé à s'inscrire dans l'histoire de ce pays pour la société québécoise entièrement, intégralement. Léa Robach est née à Montréal, rue Guibault, c'est entre boulevard Saint-Laurent et Clark, de parents juifs polonais qui avaient fui les pogroms. Les pogroms sont des émeutes meurtrières antisémites du début du siècle, comme de nombreux juifs de l'Europe de l'Est, de Pologne, de Russie, de Roumanie. Si les juifs sont présents au Québec depuis 2 siècles et demi, c'est lors du 19e siècle que l'immigration s'est faite en masse. Pour vous donner un chiffre, ils étaient peut-être 800 à la fin du 19e siècle, et en 1931, on en comptait déjà 60 000, soit un taux de croissance de 800%. Et c'est ainsi que le yiddish, c'est ce mélange d'hébreu et d'allemand, fut la 3e langue parlée à Montréal au XXe siècle, jusqu'aux années 50 environ. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour faire d'histoire, mais parce que Léa parlait le yiddish, l'anglais et le français, ce qui était rare. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les écoles françaises catholiques, ayant fermé leurs portes aux non-catholiques, les juifs, comme d'autres, sont tournés vers les écoles protestantes anglophones, qui, elles, les avaient acceptées. Mais Léa transcendait ces 2, voire ces 3 solitudes, anglophone, francophone, juif parlant le yiddish. Elle a grandi dans une famille de 9 enfants, dont elle était la 2e. Elle a passé sa petite enfance à Beauport, à Québec. Ses parents étaient les seuls juifs. Ils avaient ouvert une boutique et ils se sont heurtés à l'antisémitisme. Et la maman de Léa Robach, qui a été inspirante pour elle, lui disait « Il vaut mieux se fâcher avec un sourire, les gens comprendront mieux. » Et c'est comme ça qu'ils se sont fait accepter en assumant leur identité juive et en expliquant qu'ils étaient des êtres comme tout le monde. Cette conscience incitera Léa à lutter contre tous les racismes. De plus, elle a été très tôt sensibilisée à la pauvreté. Ils étaient pauvres comme nous. Et elle observait, je cite, avec indignation des mères de famille se tuer aux travaux de la ferme, accouchant parfois en plein champ. Donc vous voyez, dès sa jeunesse, Léa a acquis une conscience contre le racisme et une conscience féministe. Elle a beaucoup appris de ses parents. Sa mère disait par exemple, ça c'est injuste, il faut faire quelque chose. Et Léa Robach a hérité de ça. Parce que dans la tradition juive, je vais citer, permettez-moi, la Bible, nous ne devons pas rester indifférents au sang d'autrui. Non-assistance à personne en danger, ça vient de là. Il faut lutter contre les inégalités sociales. Et Léa avait dans sa famille ces exemples-là. Par exemple, ses grands-parents maternels, sa grand-mère maternelle, avait vu un jour une vieille dame sur un balcon en plein hiver dormir. Et elle s'en était émue. Elle l'a accueillie chez elle. Elle a dit, si elle existe, il doit en avoir beaucoup d'autres. Et c'est comme ça qu'elle a fondé la première association pour les femmes et les hommes de la communauté juive, les femmes âgées. Donc Léa est née dans cette famille, elle avait une grand-mère paternelle qui était un exemple pour elle parce que c'était une personne, pas excentrique, mais une personne qui pensait en dehors des boîtes. Vous savez que c'est important de penser en dehors des boîtes, d'avoir ce regard non conformiste. C'est comme ça qu'on peut être sensible à celui ou à celle qui ne nous ressemble pas. Donc Léa est rentrée dans le monde avec cette valeur fondamentale que l'on peut et que l'on doit changer le monde. Dans la tradition juive, on appelle ça tikkun haolam, la réparation du monde. Elle a vécu un petit peu en Europe, en particulier à Berlin. Elle est allée faire une licence d'ailleurs de lettres à Grenoble. À Berlin, elle voit un petit peu la montée du nazisme, mais je suis allée un peu trop vite. Pour aller à Berlin, il fallait qu'elle paye son billet. Donc elle a travaillé. Elle travaillait en particulier comme caissière. Et elle était caissière d'un cinéma et en face, il y avait une maison close, un bordel. Et c'est comme ça qu'elle a pris conscience aussi du problème de la prostitution, auquel étaient, astreintes certaines femmes, parce que des femmes de milieux sociaux défavorisés, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir des conditions dignes de vie. Quand elle va en Allemagne, c'est là où elle se rend compte, et c'est ce qui a fondé son ancrage du côté du communisme pendant un certain temps, que le communiste était prêt à lutter contre le nazisme. Mais comme Léa est une personne indépendante, même si elle va être communiste pendant quelques années,
Elle va quitter le communisme parce qu'elle était indépendante d'esprit. Que vous dire sur sa lutte syndicale? Elle réussit à syndicaliser les 5000 ouvrières de la robe de l'Union du vêtement pour dames en 1937. Imaginez que ces femmes travaillaient 80 heures par semaine, qu'elles n'avaient aucun droit, que de plus elles étaient victimes du harcèlement sexuel des contremaîtres, bref, des thèmes que l'on retrouve jusqu'à présent dans ce qui a été la lutte féministe. Elle se battra sans relâche pour l'égalité et l'équité salariale entre femmes et entre hommes, ce qui a été souligné ici par notre marraine et par M. Arcan. Elle s'est battue aussi pour que les femmes puissent disposer de leur corps, la contraception, l'interruption de grossesse. Elle disait que c'est le slogan féministe qui l'avait le plus marqué: nous aurons les enfants que nous voulons. En 1985, elle devient membre de l'Institut canadien de recherche sur les femmes. Et en 1993, pour son 90e anniversaire, il y a la création de la fondation Léa Robach, qui donne des bourses à des femmes membres de groupes communautaires sans distinction, qui seraient incapables sinon de poursuivre leurs études. C'était aussi militante pour la paix. Jusqu'à ces derniers jours, elle était dans toutes les manifestations. Elle, en particulier, s'insurgeait contre les jouets de guerre. Qu'est-ce qu'elle dirait maintenant sur toute la violence qu'il y a parfois sur Facebook? Elle luttait contre l'apartheid. Voilà, son héritage, son inspiration, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose et qu'on peut prendre son destin en main. Voilà ce que Hélène Audet, qui est féministe, dit à son propos. Elle dit qu'elle a transmis à ses enfants, ses filles et ses garçons, l'exemple de Léa Robach. Elle fait partie de ces femmes dont j'ai parlé pour leur constituer une mémoire qui les rendrait fières d'être femmes et debout, à jamais. Ne jamais plier les chines, être ouverte aux autres, avoir une curiosité inépuisable et croire à nos rêves. C'est ça l'héritage de Léa Robach. Et nous devons être reconnaissantes parce que les droits ne viennent pas du ciel. Moi, je sais que si je peux voter, c'est parce que des femmes se sont battues. Thérèse Casgrain, par exemple, et Léa Robach avait un lien d'amitié, comme Léa Robach avait un lien d'amitié avec une autre figure de féminisme québécois, qui est Madeleine Parent. Nous sommes les héritières de ces femmes et de ces hommes qui ont pris de leur temps pour changer, pour tenter que le monde qui nous entoure soit meilleur. Je vous l'ai dit, il y a une fondation Léa Robach, il y a un centre Léa Robach à Montréal pour la recherche sur l'inégalité sociale de santé, il y a une maison Parent, Madeleine Parent et Léa Robach dans le Vieux-Montréal, une maison d'édition, et il y a aussi une rue Léa Robach, parce qu'elle s'est battue de ce côté-là pour que les ouvriers du côté de la Chine, Saint-Henri je crois, pour que les ouvriers puissent avoir des logements décents. On ne peut pas vivre pour soi-même. Ça, je l'ai appris à la maison, a dit Léa Robach. Et je vais terminer par un passage du Talmud, qui est un texte de la tradition juive. Si je ne suis pas moi-même, qui le sera? Léa était singulière. Elle nous invitait à vivre notre singularité. Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Je vous ai brossé son tableau et son investissement pour son travail et son amour d'autrui. Et si ce n'est pas maintenant, quand? Si ce n'est pas maintenant, quand? Eh bien, on fête aujourd'hui la veille du 8 mars. Je voulais remercier M. Pierre Arcan pour cette initiative et évidemment toute son équipe, Carole Grenier et Christine Como, ainsi que notre mari. Voilà, je vous remercie. Mais elle est loin d'être dernière. Madame Wafa Bernier, conseillère au Centre d'entrepreneuriat chargée de cours École de sciences de gestion à l'UQAM. Elle va nous présenter l'itinéraire des femmes entrepreneurs du monde arabe au Québec. Je ne veux pas qu'elle vienne avec ça. Je pense que j'ai tellement intimidé tous les panélistes qu'elle se retient à 10 minutes. Exactement. Donc, je dirais, quand mon amie Sonia Lipsy m'a contactée pour me demander si je pouvais participer à ce panel, j'ai répondu oui. D'abord parce que je trouve l'initiative très belle, puis je remercie l'équipe de M. Arcan qui a initié cet événement. Pour moi, il consiste à mettre en avant ces femmes qui œuvrent à la construction du Québec et du Canada de demain, en transmettant des valeurs à leurs enfants, en apportant leurs compétences au sein des organisations qui les emploient, en créant des entreprises ou encore en donnant de leur temps et de leur énergie à des causes auxquelles elles croient.
a vu Dr. Jiménez ou autres, effectivement. Et en particulier aussi, celle qu'on ne voit pas toujours, moins parler, parfois les femmes arabes. Donc je vais parler de tous ces femmes. Okay. Alors, quel itinéraire de femmes arabes? Juste un peu vous rappeler au niveau, le grand flux d'immigration en provenance des pays MENA, qu'on appelle Middle East and North Africa, s'est fait à la fin des années 80, début 90 et surtout les années 2000. Et là, on parle d'une population en majorité musulmane et chrétienne, sachant que les populations de confession juive ont immigré beaucoup plus tôt, plutôt vers les années 50-60, en tout cas pour, je dirais, plus les communautés séfarades dont parlait tout à l'heure Sonia. Donc, et nombre de ces femmes ont quitté leur pays avec souvent mari et enfants, avec un objectif et ambition d'avoir une meilleure qualité de vie et de relever d'autres défis. Et parfait. En général, je parle trop fort. Je ne vous entends pas. Pas du tout. Parfait. C'est bon là maintenant? Oui. C'est bon? Ok, parfait. Alors, quelques portraits de ces femmes-là, je dirais, je vous parlais de Christiane. Christiane qui vient du Liban, qui elle est une entrepreneur dans le domaine des soins dermatologiques, qui a monté une entreprise de soins dermatologiques. Hannah, qui vient d'Égypte, qui est entrepreneur aussi, qui est directrice propriétaire d'une clinique. Rafia, qui vient de Tunisie, qui est entrepreneur dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ou encore Anissa, qui vient du Maroc, qui est entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire, et notamment ce qui nous fait de très très belles gaufres belges, parce qu'elle est passée par la Belgique avant de venir au Canada. Donc, un rapide œil sur le profil de nos femmes entrepreneurs en général. Elles sont diplômées. Nos femmes arabes entrepreneurs, les entrepreneurs immigrants sont généralement jeunes, éduqués quand ils arrivent au Québec, surtout ces dernières générations, on parle de ces générations qui sont arrivées, comme je vous le disais, plutôt dans les années 80, 90 et 2000. Et 14% des femmes immigrantes qui faisaient partie de cette enquête sur laquelle je me suis basée, possédaient un diplôme universitaire. Donc ça, c'est important. En termes de situation familiale, nombre d'entre elles sont arrivées avec des conjoints, des jeunes enfants. D'autres sont venus faire leurs études ici au Québec et puis sont restés et se sont installés ici. L'âge moyen, c'est souvent des femmes, de ces femmes-là, c'est environ la trentaine, donc elles sont vraiment dans les 30 ans, entre 30 et 40 ans. Alors ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de ces femmes immigrantes, en fait, se sont lancées en affaires beaucoup plus tardivement que les hommes. Je dirais que 77% des femmes entrepreneurs arabes n'étaient pas des entrepreneurs à l'origine dans leur pays d'origine, en tout cas. Et si elles s'y ont mis, c'était pour souvent deux types de raisons, deux types de motivations. Une, par opportunité, on va dire, un besoin vraiment d'autonomie, d'accomplissement personnel, ou aussi par nécessité. Et ça, par nécessité, c'est lié parfois à des problématiques de chômage, des problématiques de dette chez un conjoint, etc., qui nous ont poussé effectivement à aller se trouver et créer leur propre entreprise. Alors, si on prend un peu les caractéristiques de ces femmes arabes, je dirais que souvent la vie quotidienne de ces femmes, c'est vraiment le résultat entre une interaction permanente entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est très important pour elles. L'autre chose également, c'est que la culture et leur culture influent beaucoup sur leur style de leadership, également leur performance. Et la culture arabo-musulmane ou arabo-chrétienne, on va dire, chez elle est très 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 présente. Et vous savez, chez ces femmes-là, beaucoup les caractéristiques vont être la patience, le stoïcisme face à l'adversité, l'esprit de sacrifice et de solidarité, l'importance de la respectabilité est importante. Une autre caractéristique, c'est l'appartenance communautaire, qui ne joue pas chez elles un rôle précis. C'est assez intéressant, parce qu'elles vont avoir finalement à s'inscrire dans des réseaux, elles vont participer à des réseaux qui vont avoir peu de liens finalement, on peut avoir avec leur milieu immigré arabe en tant que tel. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que leurs choix vont être guidés par un certain nombre d'éléments. Un, c'est leur haute qualification, souvent dans des secteurs diversifiés et très compétitifs, comme les nouvelles technologies, les sciences, l'agro-business, c'est des exemples que je vous ai donnés. Et les activités, effectivement, ce qu'on voit, c'est que leurs activités commerciales chez les femmes arabes ne sont pas, contrairement à parfois d'autres populations ou d'autres communautés, ne présentent pas une activité ethnique particulière. Elles vont plus ressembler à, finalement, des activités d'entrepreneurs non immigrants, donc qui ne sont pas des immigrés. Alors, ça, c'est un premier choix. Le deuxième point, c'est vraiment la position dans leur société. Pour elles, vraiment, l'entrepreneurship, c'est aussi prendre l'ascenseur social. Elles veulent être mobiles au niveau social. Elles veulent avoir une meilleure qualité de vie pour leur famille.
Le troisième élément vient aussi de la réalité du marché du travail. C'est beaucoup de ces femmes-là, et c'est également qui sont devenues des entrepreneurs, ont à un certain moment été parfois des salariés, puis se sont aperçus que, bon, on le sait, ont atteint ce fameux plafond de verre dont on parle pour les femmes, même si M. Arcon disait tout à l'heure qu'effectivement le gouvernement fait énormément de choses pour aller vers plus une certaine parité, donner plus l'opportunité à ces femmes, aux femmes de pouvoir accéder à des postes de responsabilité, mais il est vrai que le plafond de verre est quelque chose qui existe et contre lequel on lutte. Et donc cette réalité du marché du travail a fait qu'effectivement elles ont été elles ont poussé à aller effectivement chercher cette autonomie personnelle. Et le troisième élément en termes de choix qui les guide, c'est aussi cette fameuse flexibilité dans la gestion du temps de travail et des horaires en fonction de leur activité, mais aussi en fonction de leur famille. Parce qu'encore une fois, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important pour elles. Donc, elles ont rencontré beaucoup de défis, ces femmes migrantes arabes, entrepreneurs, qui sont arrivées. Le premier défi, ça a été la formation. C'est que toutes ces femmes ont dû refaire ou parfaire la formation. Certaines étaient médecins dans leur pays d'origine, elles sont venues ici, elles ont retroussé leur manche, parce qu'elles avaient envie d'être encore médecins, elles sont devenues médecins. D'autres avaient fait des études en littérature, elles sont arrivées ici, effectivement, complètement changé de parcours à ce niveau-là. Alors, c'est un de leurs premiers défis. Le deuxième défi, c'était vraiment qu'elles rencontraient, c'était la fragilité que l'on trouve au niveau des programmes politiques de soutien. C'est que bon, quand on est immigrant, on arrive, on est bombardé au départ par des tas d'informations, mais assez rapidement, on est livré à soi-même. Et beaucoup de ces femmes qui, encore une fois, de par leur esprit, le fait qu'elles soient effectivement, ne vont pas aller nécessairement tendre la main, on va dire, vont estimer le recours à cette aide extérieure inutile, parfois même humiliante, etc. Et le troisième défi qu'elles ont rencontré, c'est les obstacles culturels et linguistiques. Certaines femmes, beaucoup effectivement, arrivant par exemple d'Afrique du Nord et francophones, mais dans d'autres pays, pas nécessairement francophones, pas nécessairement anglophones, parfois les études se font en langue arabe également. Donc là, effectivement, ça a été aussi un obstacle. Un autre défi, ça a été l'accès au capital pour ces femmes-là entrepreneurs, parce qu'on voit que ces femmes-là de ces pays d'origine arabe vont aller beaucoup moins, parce que ce n'est pas trop dans la culture, vers les systèmes bancaires, par exemple, et contrairement à d'autres communautés qu'on voit, dans lesquelles il y a des pratiques bancaires qui sont plus familiales, où on va plus aider la famille, etc. Je parle de certaines communautés asiatiques, par exemple, où il y a beaucoup plus de solidarité au niveau des familles, des prix d'argent. Là, les femmes arabes, effectivement, ont eu cette difficulté à aller vers les banques, de part aussi de manque d'autres types de possibilités de pratiques en termes d'accès au capital. Et le dernier défi, qui n'est pas le moins, c'est toujours, encore une fois, la conciliation travail-famille. C'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de soutien, la famille est restée dans le pays, pour aider, pour élever les enfants, etc. Les tâches qui doivent être faites, la répartition des tâches parentales et familiales pour leur développement des activités, ne reste pas toujours très équitable. On s'est même aperçu que souvent les conjoints arabes avaient tendance à retarder plus facilement l'entrée en entrepreneuriat, finalement, que les enfants eux-mêmes. Donc, ce n'était pas trop les enfants qui bloquaient la femme d'aller être entrepreneur plus rapidement, c'était beaucoup plus le conjoint, parce que de par justement ce manque de répartition des tâches. Alors, quelle était leur attitude finalement et leur vécu face à tous ces défis de toutes ces femmes-là? C'est qu'elles ont fait de facteurs comme l'identité, la langue, la culture, un levier pour modifier les rapports de classe et favoriser leur insertion socio-professionnelle. Elles se sont intégrées sans nécessairement être assimilées. Et l'entrepreneur d'origine, et venant de ces pays dans lesquels effectivement une femme s'occupe de sa famille et vit dans un environnement et ne va pas en affaires. Et elles ont démontré leur force et leur solidarité en allant chercher des ressources et des formations, en assimilant les codes et les valeurs de leur pays d'accueil et en faisant preuve de beaucoup de leadership. Et là, elles ont apporté aussi au Québec, et c'est ce qui a permis, je dirais, leur succès à apporter au Québec, cette contribution vraiment à cette cohésion sociale, à la convivialité, au cosmopolitisme de villes comme Montréal, en s'intégrant dans des sociétés multiculturelles avec des fortes valeurs québécoises de solidarité, d'accueil, de tolérance, de respect et de liberté. Ça, ce sont des choses dont elles ont beaucoup bénéficié, notamment cette liberté, et en même temps auxquelles elles ont beaucoup contribué. Aussi également à travers des valeurs familiales fortes. La transmission de ces valeurs à leurs enfants, cette transcendance qui eux-mêmes réussissent aussi
et contribuent à la construction du Québec de demain. En transformant dans les pratiques aussi consommation alimentaire, non seulement dans leur communauté. Aujourd'hui, beaucoup de nourriture arabe aujourd'hui est devenue quelque part quelque chose d'assez que l'on trouve et que beaucoup de non-immigrants apprécient, tout comme parce que derrière il y a effectivement toutes ces couleurs, cette chaleur qui est là également. Et aussi en intervenant au niveau de l'activité non commerciale, également en créant des associations caritatives, en participant. Donc toutes ces femmes ont fait. Donc, je terminerai par rappeler quelque part, et puis quelque chose que je pense qu'on a entendu ce soir, et qui sont un peu ces valeurs qui ressortent ce soir, que moi j'appelle un peu les 5 principes. Les 5 principes. Alors, vous savez, les Arabes, on met tous le chiffre 5, là, c'est quelque chose de fort pour nous. Et je dirais le premier, le principe, c'est commencer par vous réaliser vous-même. On ne peut pas être intégré si on ne peut pas communiquer dans la langue du pays, si on n'a pas développé les compétences et les qualifications requises. C'est important. Donc, les femmes, c'est ça, effectivement, de se réaliser. Le deuxième principe, c'est soyez persévérante et n'abandonnez pas. Et vous avez traversé un océan, vous pouvez traverser une rivière. C'est vrai qu'on en a beaucoup au Québec, mais c'est faisable. Le troisième principe, c'est demander de l'aide, recevez-la. Et ça nécessite parfois de dépasser certains blocages culturels, d'accord ? Les femmes arabes sont souvent gardent les choses en famille. On ne va pas aller mettre tout ça sur la place publique, etc. Donc ça, effectivement, la demander et la recevoir, cette aide. Le quatrième principe, c'est redonner aux autres comme vous avez reçu. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, effectivement, qui ont réussi leur parcours, n'ont pas attendu que l'on vienne faire un, elles sont parties aussi vers les autres, et puis elles ont redonné aux autres. Et le cinquième principe, c'est fêtez vos réalisations et fêtez vos succès. On a le droit d'être fiers de ce que l'on a réalisé et de le faire. Alors, mesdames, vous pouvez toutes être des Racha, des Christianes, Anissa, Majdouli, et ce chacune a vos façons, avec votre touche personnelle et vos valeurs partagées, et être une source d'inspiration pour les autres. Voilà. Pour Monsieur Arcan, ça me fait cet honneur d'être avec nous, mais je voulais savoir comment vous vous sentez entouré parmi des femmes comme ça. Et comment vous considérez que c'est cette soirée dédiée aux femmes? Bien, d'abord, premièrement, je sors de ce que j'appelle de ma zone de confort. Alors, je ne suis pas habituellement, n'est-ce pas, habitué à discuter justement de ces enjeux-là. Mais je pense que j'ai trouvé, d'abord, l'idée n'est pas venue de moi, je dois vous le dire, mais de mon équipe. Et j'ai trouvé que c'était une idée formidable parce que, justement, je pense que les enjeux qui touchent les femmes sont des enjeux qui vont être très importants au cours des prochaines années. Alors, en ce sens-là, je pense que c'est bien. Et ce que je retiens ce soir, what I'm learning a lot tonight, parce que ce soir, on a en même temps à la fois des femmes extraordinaires qui ont fait des témoignages, et moi, pour en voir dans le comté à tous les jours, lorsque je peux être ici et que je ne suis pas à Québec, I see a lot of women that are extraordinary in the Côte-des-Neiges area in particular, because I know that women have struggled a lot, but I see tonight extraordinary women, and I think we could have picked dozens and hundreds of women who could have come here and testify in the same way. Alors, je voulais simplement vous dire que ce soir, en plus, j'écoutais à la fois les femmes qui étaient ici ce soir, et je dois vous dire que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus éclairant qu'une période de questions à l'Assemblée nationale. Et je terminerai en disant que we have found tonight women who are very good in education, very involved socially, and also great entrepreneurs as well. Je pense qu'avec ça, on va terminer la période des questions. On ne peut pas mieux terminer qu'avec M. Arcan qui répond à la dernière.